5 juin 1646. Début d'après-midi. La vallée de Benburb repose sous un soleil irlandais pesant, sa chaleur écrasant l'herbe et les eaux lentes de la rivière Blackwater. La poussière flotte dans l'air, soulevée par le passage de milliers de bottes. Sur la rive nord, le terrain s'élève doucement, ferme et sec, choisi avec soin. Là, 5000 soldats irlandais se tiennent en silence. Leurs pics sont plantés dans la terre, inclinés vers l'avant, immobiles. Aucun étendard ne claque dans l'exaltation. Aucun tambour ne précipite l'instant. Seulement le souffle léger du vent dans les hautes herbes et le murmure lointain d'une armée qui approche. De l'autre côté de la rivière, l'armée écossaise avance avec l'assurance que donne l'habitude. Depuis des années, elle traverse l'Ulster sans rencontrer de résistance sérieuse. Ses rangs sont plus nombreux. Ses victoires, récentes. Elle descend maintenant la pente vers un terrain qu'elle croit déjà acquis. Derrière elle, la rivière se referme lentement, inaperçue, comme une porte laissée entr'ouverte. Au centre de la ligne irlandaise, Owen Roe O'Neill attend. Il ne donne pas de signal. Il ne se hâte pas. Il observe le champ de bataille comme un homme qui sait que les batailles ne se décident ni par le bruit ni par le nombre, mais par le temps, la position et la retenue. Dans ce moment de calme, avant que l'acier ne rencontre l'acier, la guerre qui consume l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre se contractent, vers un seul après-midi, appelés à décider bien davantage que le sort d'une armée. À l'été 1646, le sol de Benburb portait le poids de 5 années de bouleversements. L'Irlande n'était plus une possession tranquille gouvernée à distance. Depuis l'automne 1641, l'autorité s'était fragmentée, les loyautés s'étaient durcies, et la violence était devenue systémique plutôt qu'épisodique. Ce qui avait commencé comme une rébellion de catholiques irlandais dépossédés contre le régime des plantations s'était transformé en une guerre aux multiples fronts, étroitement liée à l'effondrement plus large de l'ordre politique dans les 3 royaumes d'Irlande, d'Écosse et d'Angleterre. La plantation d'Ulster, imposée une génération plus tôt, avait remodelé la terre et le pouvoir dans la province. Les familles irlandaises autochtones furent déplacées. Des colons écossais et anglais, pour beaucoup des presbytériens écossais, furent installés par charte royale, cet arrangement reposait sur l'application de la force militaire. Lorsque la rébellion éclata en 1641, une grande partie de cette force disparut presque du jour au lendemain. Les forts tombèrent, les colonies furent abandonnées. La panique se propagea plus vite que les faits, et les récits souvent exagérés de massacres figèrent les positions de tous les camps. Ce qui suivit ne fut pas un conflit unique, mais des guerres qui se chevauchaient, confessionnelles, politiques et coloniales, chacune alimentant les autres. En 1642, les dirigeants catholiques irlandais tentèrent de structurer la résistance dans un cadre de gouvernement. La Confédération de Kilkenny vit le jour, affirmant lutter non contre le roi, mais pour les droits irlandais, la terre et la religion sous l'autorité de la couronne. En pratique, il s'agissait d'une coalition fragile. Vieilles familles gaéliques, catholiques, vieilles anglais, clergés et chefs régionaux coopéraient avec méfiance. Leurs armées étaient nombreuses sur le papier, mais inégales en qualité. Les approvisionnements manquaient. La coordination faisait défaut. Face à eux se dressaient des forces mieux organisées. Les parlementaires anglais au sud et à l'est, et en Ulster, l'armée covenantaire écossaise. Les Écossais étaient arrivés en nombre dès 1642, invités par le Parlement anglais à sécuriser l'Ulster et à protéger les colons protestants. Commandés par des vétérans des guerres continentales et domestiques, il apportait discipline, artillerie et soutien logistique. Pendant plusieurs années, ils dominèrent la province du Nord. Les villes furent tenues, les lignes de ravitaillement maintenues et les forces irlandaises repoussées à maintes reprises. La victoire engendra la routine. La routine engendra l'assurance. C'est dans ce contexte qu'Owen Roe O'Neill revint en Irlande. Exilé enfant après la fuite des comtes, O'Neill avait passé des décennies au service de l'Espagne, combattant dans la guerre de 80 ans aux Pays-Bas. Il avait appris la guerre non comme une succession de raids ou de représailles, mais comme un système, l'exercice, la formation, la patience et l'exploitation impitoyable du terrain. Lorsqu'il débarqua en Ulster en 1642, il n'apporta pas une armée, il apporta l'expérience. Ce qu'il trouva était sombre. Ses forces étaient sous-alimentées, mal équipées, et regardées avec méfiance jusque par leurs propres alliés. Pendant des années, O'Neill évita tout engagement décisif. Pour beaucoup, cela ressemblait à de la faiblesse.
Pour lui, c'était une nécessité. Entre 1642 et 1646, l'armée confédérée d'Ulster survécut plus qu'elle ne triompha. Elle marchait pour éviter la destruction, se dispersait pour éviter la famine et se retirait pour échapper à l'anéantissement. La maladie tua plus d'hommes que le combat. Les pénuries de poudre limitaient l'entraînement. Les soldats s'exerçaient avec des pics dont les pointes d'acier étaient parfois émoussées par la réutilisation. Pourtant, lentement, méthodiquement, O'Neill imposa l'ordre. Il entraîna ses formations à manœuvrer comme un seul corps. Il fit respecter une discipline là où la rancœur avait longtemps prospéré. Il attendit le moment où les conditions et non le désespoir dicteraient l'action. Ce moment commença à se dessiner au printemps 1646. Les forces écossaises en Ulster étaient étirées. Les ravitaillements en provenance d'Écosse arrivaient de manière irrégulière. L'incertitude politique au pays affaiblissait la détermination. Des commandants, habitués à la domination, sous-estimèrent un adversaire qu'ils croyaient déjà brisé. Lorsque Robert Moreau avança vers le sud en direction de Benburb, cela ne fut pas conçu comme un pari, mais comme une affirmation routinière de l'autorité. Pour O'Neill, c'était tout autre chose. C'était la première fois depuis des années que son armée était nourrie, positionnée et prête sur un terrain qu'il avait lui-même choisi. La longue retraite ne s'achevait pas dans l'effondrement, mais dans le calcul point étant dit que les deux armées convergeaient vers la rivière Blackwater, les certitudes de l'une et la patience de l'autre allaient se rencontrer. Pour l'armée écossaise, la marche vers Benburb suivait un schéma familier. Depuis leur arrivée en Ulster 4 ans plus tôt, les forces covenantaires opéraient en position de force. Elles contrôlaient des villes clés, sécurisaient les couloirs de ravitaillement vers la côte, et faisaient face à un adversaire qui, jusqu'à récemment, tenait rarement sa position. Leur commandant considérait la guerre d'Ulster comme une opération de contrôle plutôt que de survie. Les Irlandais devaient être contenus, dispersés, empêchés de s'organiser en une force cohérente. En 1646, cette conviction s'était durcie en doctrine. Robert Moreau, commandant écossais en chef en Ulster, était un soldat professionnel aguerri par les guerres du continent. Il avait combattu en Allemagne durant la guerre de 30 ans et connaissait les mécanismes de la guerre moderne. Mais l'expérience peut tout autant induire en erreur qu'instruire. Les campagnes précédentes de Moreau en Ulster avaient été marquées par le succès. Les forces irlandaises avaient évité la bataille rangée, se repliant dans des régions difficiles ou se dissolvant en bandes plus petites. Les affrontements, lorsqu'ils avaient lieu, étaient brefs et généralement indécis. Avec le temps, cela façonna les attentes. L'ennemi était supposé manquer à la fois de cohésion et du courage nécessaire pour tenir bon. L'armée covenantaire elle-même était redoutable sur le papier. Elle dépassait en nombre celle d'O'Neill et comprenait une infanterie aguerrie, de la cavalerie et de l'artillerie. Ces soldats étaient mieux vêtus et plus régulièrement payés. La conviction religieuse renforçait la discipline, et les victoires remportées en Écosse et dans le nord de l'Angleterre avaient nourri la croyance que leur cause bénéficiait d'une légitimité morale autant que d'une supériorité militaire. En Ulster, ils s'étaient habitués à dicter les conditions du mouvement. Les routes étaient empruntées sans opposition sérieuse, sans véritable contestation. Les camps étaient établis avec peu de crainte d'une contre-attaque. Mais en 1646, des fissures commencèrent à apparaître. Les approvisionnements étaient irréguliers. Le soutien local parmi les colons était inégal, usé par des années de guerre et de réquisition. De nombreuses unités étaient composées d'hommes engagés sans interruption depuis 1642, dont l'ardeur initiale avait été émoussée par l'épuisement. Les chevaux manquaient. Les munitions devaient être économisées. Ce n'étaient pas des faiblesses fatales, mais elles exigeaient de la prudence. Or, la prudence était précisément ce que le commandement écossais ne jugeait plus nécessaire. L'avance de Moreau vers Benburb fut motivée par des rapports indiquant que l'armée d'O'Neill se trouvait à proximité et paraissait vulnérable. Le renseignement laissait entrevoir l'occasion de forcer la bataille et de détruire l'armée confédérée d'Ulster avant qu'elle ne puisse menacer davantage les positions écossaises au nord. La géographie semblait favorable. La rivière Blackwater, bien qu'obstacle réel, pouvait être franchie point les terrains alentours paraissaient suffisamment ouverts pour déployer une supériorité numérique. Rien, du point de vue écossais, n'indiquait que les Irlandais choisiraient de tenir leur position et de combattre. Ce que Moreau ne prit pas pleinement en compte, c'est la manière dont les années précédentes avaient façonné son adversaire.
O'Neill n'avait pas évité la bataille par crainte, mais parce que son armée n'était pas encore prête à en gagner une. En juin 1646, ce calcul avait changé. Le commandant irlandais avait sécurisé les approvisionnements, laissé ses hommes se reposer et choisi une position qui annulait l'infériorité numérique. La rivière, la pente, le soleil, tout avait été pris en compte. Même le moment de l'engagement fut mesuré à l'aune de la fatigue de l'ennemi. Lorsque l'armée écossaise pénétra dans la région de Benburb, elle emporta avec elle les habitudes de la domination. Les camps furent établis sans urgence. Les mouvements étaient confiants plutôt que prudents. L'idée que les Irlandais puissent imposer leur volonté sur le champ de bataille demeurait impensable. Ce n'était pas de l'arrogance au sens grossier dû avec le temps. Une confiance nouvelle émergea, non pas la confiance bruyante de la victoire, mais l'assurance silencieuse qui naît de la connaissance de sa place au sein d'un ensemble plus vaste. La pique devint centrale dans cette transformation. Dans l'armée d'O'Neill, elle était bien plus qu'une arme. Elle était une mesure de cohésion. Une pique isolée était vulnérable. Une forêt de piques, tenue par des hommes qui faisaient confiance à la ligne de part et d'autre, pouvait décider d'une bataille. C'était la leçon qu'O'Neill avait apprise dans les Pays-Bas espagnols, et c'est cette leçon qu'il imposa en Ulster. À Benburb, les piquiers irlandais se tenaient en bloc dense, leurs armes inclinées vers l'avant, leur espacement rigoureux. Ils ne s'agitaient pas, ils attendaient. Le deuxième angle est celui du commandant lui-même. Owen Roe O'Neill ne recherchait pas la bataille pour elle-même. Son expérience lui avait appris qu'un engagement mal choisi pouvait détruire une armée plus sûrement que n'importe quel ennemi. Dans les années précédant Benburb, il avait subi les critiques d'alliés qui confondaient prudence et indécision. Pourtant, ces décisions relevaient du calcul plutôt que de la crainte. Il comprenait que le terrain pouvait multiplier la force et que la patience pouvait compenser l'infériorité numérique. À Benburb, O'Neill choisit un terrain qui obligeait l'ennemi à s'engager. Avant que les Irlandais ne bougent, l'armée écossaise devait avancer en descendant vers une rivière qui limitait retraite et manœuvre. La ligne irlandaise était positionnée sur un sol plus ferme, permettant aux formations de tenir sans se disloquer. O'Neill retarda l'engagement jusqu'à ce que la chaleur du jour ait entamé les forces des troupes en marche. Il contrôlait non seulement l'espace, mais le temps. Le commandement, en ce sens, s'exerçait par la retenue. Une fois les armées en place, O'Neill donna peu d'ordre visible. La préparation avait déjà accompli l'essentiel. Les hommes savaient ce que l'on attendait d'eux. Lorsque le mouvement viendrait, il serait collectif et délibéré, non réactif. Les blocs de pique avanceraient comme des unités et non comme des individus en quête de distinction. Pris ensemble, ces deux angles, le soldat et le commandant, révèlent une force fondamentalement différente de celle que l'armée écossaise croyait affronter, point ce qui paraissait statique était en réalité une énergie comprimée. Ce qui semblait passif était de la préparation. Tandis que les lignes écossaises poursuivaient leur approche, la formation irlandaise tenait, absorbant l'instant, attendant les conditions qu'O'Neill avait anticipées. Du point de vue écossais, la scène qui se déroulait à Benburb ne signalait d'abord aucun danger. L'ennemi demeurait immobile. Aucun mouvement agressif ne venait contester l'avance. Pour des commandants façonnés par des années de domination incontestée en Ulster, cela semblait confirmer leurs attentes plutôt que les démentir. Les Irlandais, comme auparavant, paraissaient hésitants, peut-être incertains, peut-être déjà prêts à se replier. L'absence de résistance fut interprétée non comme de la discipline, mais comme de l'indécision. L'infanterie écossaise progressa en rangs ordonnés, appuyée par une cavalerie positionnée pour exploiter ce qu'elle supposait être une ligne vacillante. Les formations reflétaient une confiance dans la supériorité numérique, logistique et morale. Pourtant, à mesure que la distance se réduisait, des désavantages subtils devinrent perceptibles. La marche en descente sous le soleil du début de l'été épuisait les forces plus rapidement que prévu. Les armures s'alourdissaient. La soif augmentait. La rivière derrière eux, franchie plutôt sans inquiétude, contraignait désormais les mouvements, réduisant l'espace disponible pour manœuvrer. Ce n'étaient pas encore des conditions fatales, mais elles commençaient à éroder la souplesse tactique. La cavalerie, en particulier, découvrit un terrain moins favorable qu'escompté. La pente et l'irrégularité du sol réduisaient l'élan. Les chevaux ne pouvaient être engagés en parfaite coordination avec l'infanterie. L'artillerie,
peu nombreuses, ne parvint pas à créer de désorganisation dans les rangs irlandais. L'immobilité de la ligne adverse n'offrait aucune cible évidente à exploiter. Ce qui avait été supposé être une formation ennemie fragile se révélait rigide et maîtrisée. Au-delà des considérations tactiques, cette confrontation portait une dimension morale qui en accentuait les enjeux. Pour les Covenantés écossais, l'Ulster n'était pas simplement un théâtre de guerre. C'était un espace lié à une mission religieuse et à l'entreprise de colonisation, une frontière sécurisée au prix de sacrifices. Leur présence se justifiait par la conviction d'être les défenseurs de l'ordre face à la rébellion et au chaos. Cette certitude les avait soutenus lors des campagnes précédentes et avait renforcé l'idée que la résistance irlandaise était, par nature, désorganisée et provisoire. Pour l'armée irlandaise d'O'Neill, Benburb représentait quelque chose de bien plus fondamental. C'était l'occasion de démontrer une capacité non par l'embuscade ou l'usure, mais par la bataille ouverte. Pendant des années, les forces irlandaises avaient été jugées incapables de mener une guerre de type européen. Ce jugement avait eu des conséquences politiques, influençant la manière dont alliés et ennemis considéraient les revendications confédérées. Un engagement décisif offrait la possibilité de renverser cette perception. Une victoire ne ferait pas que supprimer une armée ennemie. Elle remettrait en cause le récit selon lequel les forces irlandaises ne pouvaient ni combattre, ni se coordonner, ni tenir dans la durée. À mesure que l'avance écossaise se poursuivait, l'écart entre attente et réalité se réduisait. La ligne irlandaise ne rompait pas. Elle ne se repliait pas. Les pics demeuraient à l'horizontale, les formations intactes. Chaque pas en avant engageait un peu plus l'armée covenantaire dans une position où la retraite devenait difficile et où la cohésion se fragilisait. Le moment approchait où l'hésitation ne serait plus possible pour aucun des deux camps. Ce qui avait commencé comme une avancée assurée devenait une marche irréversible vers le contact. Et dans le silence qui précédait ce choc, l'issue de plusieurs années de préparation, d'erreurs d'appréciation et de croyance allait être mise à l'épreuve. L'engagement à Benburb ne débuta pas par un choc soudain, mais par un resserrement de l'espace. En début d'après-midi, l'armée écossaise avait réduit la distance à un point où le simple mouvement constituait un engagement. La rivière Blackwater s'étendait derrière elle, lente et large, rendant tout repli aisé impossible. Devant, la ligne irlandaise demeurait fixe, ses formations intactes malgré le feu de l'artillerie ou les escarmouches. La chaleur pesait, accentuant la fatigue et émoussant l'urgence. Le temps, soigneusement maîtrisé par O'Neill, exerçait déjà sa pression. Les commandants écossais ordonnèrent la poursuite de l'avance. L'infanterie progressa, piques inclinés, mousquetaires en position pour délivrer leurs tirs avant le contact. On s'attendait à ce qu'une poussée ferme contraigne les Irlandais à céder du terrain, ouvrant des brèches que la cavalerie pourrait exploiter. Pourtant, à mesure que la distance diminuait encore, la coordination se dégrada. La pente brisait l'alignement. Les unités se compressaient de manière inégale, point et la cavalerie se trouvait entravée à la fois par le terrain et par la proximité de sa propre infanterie. L'avantage numérique de l'armée devenait de moins en moins pertinent à mesure que le champ de bataille se resserrait. O'Neill attendit l'instant où les formations écossaises furent pleinement engagées. Ce n'est qu'alors que la ligne irlandaise se mit en mouvement. L'avance fut mesurée, sans précipitation. Les blocs de pique avancèrent à l'unisson, leurs armes s'abaissant d'un même geste. Aucun cri ne vint annoncer ce mouvement. Le son qui se propagea sur le champ de bataille fut celui du rythme collectif des bottes frappant le sol ferme. Ce n'était pas une charge dictée par l'élan, mais une compression maîtrisée de la force. Le premier contact fut brutal et bref. La densité des formations irlandaises absorba l'élan écossais plutôt que de le rencontrer de front. Là où les lignes se touchèrent, la plus grande portée et la cohésion des hommes d'O'Neill commencèrent à faire la différence. Les unités écossaises se trouvaient incapables de percer le mur d'acier. Le feu des mousquets, précipité et mal coordonné, ne parvint pas à briser l'avancée des blocs. Chaque pas en avant des Irlandais repoussait l'ennemi vers un terrain de moins en moins favorable, réduisant les possibilités de manœuvre et accroissant la confusion. Les tentatives d'intervention de la cavalerie furent neutralisées. Les chevaux refusaient les piques. Les charges perdaient leur élan avant le contact. L'espace étroit entre les formations d'infanterie et la rivière limitait les angles d'attaque. Ce qui devait être une action combinée devint fragmentée, chaque élément se trouvant entravé par les autres. L'avance irlandaise se poursuivit, régulière et ininterrompue. Tout au long de l'engagement,
O'Neill conserva le contrôle depuis l'arrière, ajustant le rythme plutôt que la direction. Il n'y avait pas encore de poursuite, aucune tentative d'exploiter prématurément le désordre. L'objectif n'était pas l'anéantissement en une seule ruée, mais l'effondrement progressif de la cohésion ennemie. À mesure que les unités écossaises commencèrent à céder du terrain, la rivière derrière elle se faisait plus menaçante, transformant ce qui avait autrefois été une ligne de retraite sur un obstacle. Au milieu de l'après-midi, le caractère de la bataille avait shifted. Wat began à en advance at bekom à structure formation under relentless pressure. The Scottish army was still intact, still fighting, but the margin for recovery was narrowing with every step forced backward. The decisive moment approached, shaped not by sudden surprise, but by the accumulation of calculated disadvantage. As the Irish advance continued, the balance at Benburb tipped decisively. Scottish units, already compressed by terrain and fatigue, began to lose cohesion under sustained pressure. The river at Terrear, on son aftertook, now imposed a fatal constraint. Retreat was no longer a control d'option. It became a reaction, and reaction spread faster than order. The Irish pike block pressed forward without breaking formation. Their movement was relentless, not fast, but inexorable. Where Scottish infantry attempted to stand, they were forced backward step by step. Where gap opened, they widened quickly. The advantage lay not in individual strength, but in collective discipline. Men who might have faltered alone were held in place by the line itself. The pike, held level and steady, transformed momentum into inevitability. Cavalry units, unable to mount effective charge, began to withdraw towards the flank. In doing so, they added to the congestion along the river bank. Horse, men, and equipment crowded into shrinking space. Command were shooted, then lost. The orderly structure that had defined the Scottish advance dissolved into localized resistance point once cohesion failed, numerical superiority offered no protection. Casualty mounted rapidly. Contemporary account describe the fighting intense but short-lived once the collapse began. Many Scottish soldiers were killed not in prolonged combat, but during attempted withdrawal. The river impeded movement, and panic magnified loss. 200 were cut down or captured in the space of a single afternoon. The destruction was not the product of pursuit over miles, but of containment within a confined field. Robert Monroe himself survived the engagement, but his army did not. What remained of the Covenanted force fled the field in disarray, abandoning artillery, supply, and weapons. The Irish advance halted only when resistance ceased. There was no need to chase what no longer existed en organiser force. Silence replaced the noise of battle with remarkable speed. By late afternoon, the field at Benburb belonged entirely to O'Neill's army. The pikes were raised. The formation stood where they had stopped, disciplined even in victory. The scale of the outcome was unmistakable. An army that had dominated Ulster for years had been destroyed in hours. The victory was complete, not because of surprise or luck, but because every element terrain, timing, training, and restraint had aligned. As the sun lowered and the heat began to ease, the magnitude of what had occurred settled over the field. The immediate fighting was over, but the consequences of Benburb were only beginning to unfold, carrying shock far beyond the banks of the Blackwater. The aftermath of Benburb revealed the scale of the disaster with stark clarity. Scottish loss were severe, both in men and material. Contemporary estimates vary, but account consistently recorded several 200 Covenanted soldiers were killed, wounded, or captured in the space of a few hours. Artillery pièces, ammunition, wagons, and arms were abandoned on the field. For an army that had prided itself on order and endurance, the loss was not merely numerical. It was structural. The force that had anchored Scottish power in Ulster had ceased to exist as an effective fighting body. Irish losses were comparatively light. O'Neill's deliberate advance and refusal to pursue beyond control limited exposure. This imbalance in casualty reinforced the impression that Benburb had not been a contest between equals, but a demonstration of what discipline preparation could achieve against habitual confidence.
Capture weapon and supply immediate aviated shortage that had plagued the Ulster Confederate Army for years. For the first time, only less men were adequately armed from the spoil of a single engagement. The psychological impact was immediate. News of the defeat spread rapidly through Ulster and beyond. Scottish garrison that had previously operated with assurance now faced the reality of vulnerability. Settlements considered secure began to reassess their defense. The assumption that Irish force would avoir open battle was shattered. Benburb Beckham à référence point. Cite-t-elle in report and correspondence à evidence of a fundamental shift in the balance of power. For the Irish Confederate, the victory carried symbolic weight. It demonstrated that an Irish Catholic army, trained and commanded according to European military standards, could defeat a professional force in open field. This challenged long-standing perception held not only by enemy, but by allies who had adopted only less methods. The pike formation that had advanced in silence now stood a proof of capability, not merely resistance. Yet the victory also exposed underlying tension. While O'Neill's army had achieved a decisive battlefield success, the broad Confederate leadership remained divided. Political rivalry and regional interest persisted. Point question arose over how to exploit the victory. Should Ulster be cleared entirely of Scottish presence? Should force be redirected south? Consensus proved elusive. The momentum gained on the field did not translate automatically into unified action. In the days following Benburb, O'Neill remained with his army, consolidating control and securing capture materiel. HIS correspondence reflected both satisfaction and restraint. He understood that the battle had open possibility, but also recognized that without political cohesion, those possibilities could evaporate. The silence that followed the fighting was filled not only with reflection what had been achieved, but with uncertainty about what would follow. The field at Benburb had delivered a decisive answer 2 years overdue. What remained unsolved was whether that answer would be acted upon with equal decisiveness. In the weeks that followed, the full meaning of Benburb became more complicated. Militarily, the path forward appeared clear. The Scottish position in Ulster had been broken. Garrisons were isolated. Supply lines were fragile. For the first time since 1642, the possibility of reclaiming the province lay within reach. O'Neill understood this. HIS army, reinforced by captured arms and newly confident in its own strength, was capable of sustained operations. Momentum, rare and fragile, was finally on his side. But the Confederate cause was not governed by military logic alone. Power rested with council and committee divided by region, class, and priority. Some leaders favored negotiation with the English crown, believing that battlefield success strengthened their bargaining position. Others feared that an empowered Ulster army under O'Neill would upset internal balance of influence. Victory, instead of unifying command. La rivalité s'aiguisait. Les décisions ralentissaient. Les occasions se refermaient. O'Neill pressa pour une action immédiate. Il plaidait en faveur d'une campagne coordonnée visant à démanteler les dernières places fortes écossaises avant qu'elles ne puissent se réorganiser ou recevoir des renforts. Tout retard, avertissait-il, risquait d'annuler l'avantage acquis à Benburb. Ses arguments étaient nourris par l'expérience. En Europe, il avait vu combien l'après-victoire pouvait être rapidement gaspillée. Pourtant, son autorité immense sur le champ de bataille ne se traduisait pas en commandement politique. Les ordres étaient discutés, les ressources détournées. Le temps passait. Les Écossais, bien que ébranlés, n'étaient pas inertes. Les survivants se regroupèrent. Les positions défensives furent renforcées. Des appels à l'aide furent envoyés de l'autre côté de la mer. Ce qui avait été une rupture militaire décisive devint, par l'inaction, un choc temporaire plutôt qu'un coup fatal. Benburb modifia les perceptions, mais ne mit pas fin à la guerre en Ulster. Pour O'Neill personnellement, l'après-coup fut marqué par la frustration. Il avait accompli ce que peut juger possible, la destruction d'une armée professionnelle en bataille rangée par la discipline et la planification. Pourtant, il vit les implications stratégiques de cette victoire se dissoudre dans l'attente et le compromis. Ces méthodes, pourtant validées par le succès, demeuraient contestées par ceux qui redoutaient leurs conséquences.
Les historiens noteraient plus tard l'ironie. Ben-Bur fut l'une des victoires de champ de bataille les plus complètes remportées par une armée irlandaise au XVIIe siècle. Et pourtant, elle ne produisit pas une domination durable. Les raisons ne se trouvaient pas sur le terrain, mais dans les divisions qui suivirent. La maîtrise militaire s'était imposée en un seul après-midi. L'unité politique se révéla infiniment plus difficile à atteindre. À mesure que l'été 1646 avançait, la bataille reculait dans la mémoire, tandis que ses leçons restaient sans résolution. Les piques avaient tenu point, l'armée avait fait ses preuves. Ce qui manquait à l'Irlande n'était pas la capacité, mais la cohésion, une vérité qui résonnerait longtemps après que le sol de Ben-Bur fut retourné au silence. Le chant de Ben-Bur retrouva le calme bien avant que son sens ne s'efface. L'herbe repoussa là où les hommes étaient tombés. La rivière Blackwater reprit son cours lent et indifférent. Pourtant, l'après-midi du 5 juin 1646 demeura fixé dans l'histoire comme la démonstration de ce que la préparation, la retenue et la discipline collective peuvent accomplir face à l'habitude et à l'illusion. Au centre de tout se tenait la pique, non comme un vestige du passé, mais comme le symbole d'un ordre choisi plutôt que de l'impulsion. Dans l'armée d'O'Neill, la pique représentait quelque chose de rare dans la guerre irlandaise de l'époque, une cohésion maintenue sous la pression. Elle exigeait la confiance, chaque homme dépendant de celui qui se tenait à ses côtés. À Ben-Bur, cette confiance tint. La victoire ne fut pas remportée par des exploits individuels, mais par l'alignement, la patience et le refus de rompre la formation. La bataille révéla une vérité plus profonde sur le pouvoir. La domination, lorsqu'elle n'est pas contestée, engendre l'attente plutôt que l'adaptabilité. L'armée écossaise ne faillit pas par manque d'expérience, de courage ou de conviction. Elle échoua parce qu'elle livra la guerre qu'elle se souvenait avoir gagnée et non celle qui se trouvait devant elle. O'Neill, façonné par des années de défaites et d'attentes, comprenait que les guerres sont décidées par ceux qui contrôlent les conditions, non par ceux qui se hâtent d'imposer leur volonté. Ben-Bur révéla aussi les limites de la victoire. Une armée peut être détruite en un après-midi. Un avenir ne le peut pas. Sans unité de dessein, même le succès le plus éclatant peut se dissoudre en souvenir plutôt qu'en transformation. O'Neill démontra ce que les forces irlandaises pouvaient accomplir lorsque la discipline remplaçait le désespoir. Ce qui suivit montra combien cette réussite restait fragile sans une volonté partagée. En définitive, Ben-Bur demeure à la fois un triomphe et un avertissement. Il affirme que la préparation peut renverser des rapports de force défavorables et que la croyance, soutenue par une structure, peut devenir une puissance. Mais il rappelle aussi que la liberté et le pouvoir ne se conquièrent pas en un seul instant, aussi total soit-il. Ils exigent la continuité du dessein, du leadership, de la volonté. Cet après-midi-là, au bord de la Blackwater, une armée domina son champ de bataille. L'histoire, elle, se demanderait si sa victoire pouvait dominer ce qui vint ensuite.